Introduction. Mince, je suis sincèrement désolé pour toi. Parce que si tu as décidé de te procurer ce livre, c'est probablement que toi aussi tu as fait cette fameuse rencontre. La rencontre de ta flamme jumelle. Personnellement, ça m'est tombé sur le coin du bec en 2015. Et bien entendu, rien ne m'y préparait. Je n'avais d'ailleurs rien demandé. Pas de rituel bizarre en position du lotus avec bougies et encens. Pas d'incantation à destination de l'univers, de la source, du grand tout ou du big boss. Non, rien de tout cela. Je n'avais rien demandé et cela m'est tombé dessus quand même. À travers ce livre, j'ai décidé de te transmettre le récit de mon histoire, pour que tu saches que tu n'es pas seul au milieu de ce joyeux bordel. Tu vas très vite t'en rendre compte, j'ai une approche assez particulière de la spiritualité. Ne t'attends pas à de grands discours ésotériques pompeux. Ne t'attends pas non plus à des théories foireuses énoncées comme des vérités absolues. Aussi surprenant que cela puisse paraître, je vais surtout essayer de te faire passer un bon moment. Si on y réfléchit bien, c'est ce qui semble être le but de cette expérience humaine, n'est-ce pas? La magie de l'univers étant ce qu'elle est, tu devrais d'ailleurs parfois te reconnaître dans certaines de mes anecdotes. Et par la même occasion, tu devrais pouvoir te sentir moins seul. En tout cas, je l'espère. J'en profite également pour te remercier de ta confiance de t'être procuré ce livre audio. J'espère que tu passeras un agréable moment en ma compagnie. J'ai décidé d'enregistrer personnellement cette histoire et je tiens à remercier le studio Tommaso pour son aide et son professionnalisme. Ces petites précisions étant faites, nous allons pouvoir démarrer. Bonne écoute. Chapitre 1. Quand la terre s'est ouverte sous mes pieds. C'était en 2013. Avec ma compagne de l'époque et notre petit garçon, nous vivions dans une petite maison à étages en périphérie bordelaise. Le bananier qui se trouvait dans un coin du jardin microscopique avait fini de nous convaincre. Nous voulions être propriétaires et c'était là une occasion en or de le devenir. À l'époque, je n'avais jamais ouvert de ma vie un bouquin de développement personnel. Mais alors jamais. D'ailleurs, si tu t'étais pointé pour me dire qu'un jour je me retrouverais à écrire mon propre livre sur la thématique des flammes jumelles, de l'éveil et de la spiritualité, je pense que je t'aurais gentiment recraché le contenu de mon verre de soda au visage. Je n'avais jamais ouvert un bouquin de développement personnel et cela se voyait. J'étais en surpoids et pour parfaire cette sympathique petite description, je commençais à perdre mes cheveux. C'est d'ailleurs le jour où je suis ressorti de chez le coiffeur avec 5 kilos de documentation offerte sur la calvitie que j'ai commencé à me dire que le problème était sérieux. Pas l'idéal pour avoir confiance en soi et apprécier son reflet dans le miroir. Et pour en rajouter à ce joyeux portrait, il faut savoir que j'avais perdu mon boulot quelques jours avant la naissance de mon fils. Licencié. J'étais commercial dans une agence de voyage. Mon job consistait à vendre des séjours de groupe à des comités d'entreprise, à des mairies ou à des associations étudiantes. Et voilà qu'après 3 ans, on me foutait à la porte pour inaptitude médicale. La tuile. Enfin, sur le coup, ça a surtout été un véritable soulagement. Parce que voilà, mes conditions de travail et celles de mes collègues étaient devenues un véritable enfer. Alors le jour où un huissier s'est pointé chez moi avec ma lettre de licenciement, j'ai presque eu envie de le serrer contre moi. Le pauvre, il n'avait pas l'habitude. Quelques semaines auparavant, je venais d'assigner cet employeur au prud'homme, bien déterminé à ce que la justice étudie de près mon dossier. D'anciens collègues étaient disposés à témoigner en ma faveur pour m'aider. Il était hors de question de me laisser faire. Mais voilà, je me retrouvais quand même au chômage, en surpoids, avec un début de calvitie, dans l'attente d'un procès dont l'issue me semblait terriblement lointaine. Dire que je n'étais pas très heureux aurait été un doux euphémisme. Je subissais ma vie. Au fond de moi, je sentais bien qu'il y avait un potentiel qui était là, en sommeil. Je sentais bien que j'avais des compétences, des qualités et des talents. Mais ma réalité était tellement loin de me le prouver. J'avais toujours eu du bagou. J'étais à l'aise à l'oral et je m'étais très tôt passionné pour l'écriture et le théâtre. Assez en tout cas pour tenter le concours d'entrée au Conservatoire de Bordeaux et d'y être reçu. On me disait que j'avais quelque chose. Mais j'étais tellement pétri de doutes, tellement flippé, que je n'allais jamais vraiment au bout des choses. Mon rêve de gosse à moi, c'était d'être comédien, d'être humoriste, de faire rire les gens sur scène, de faire de la télé et du cinéma.
J'étais convaincu qu'un jour je serais connu. Et lorsque cette lettre de licenciement est arrivée, ma compagne m'a naturellement poussé à nouveau dans cette direction. Tu as du talent, tu peux y arriver. C'est vrai que c'était une occasion rêvée de tenter à nouveau ma chance. J'étais au chômage et j'avais du temps pour m'y remettre. Comme pas mal de monde et parce qu'il fallait bien payer les factures, j'avais mis très tôt mes rêves d'enfance à la poubelle. J'étais rentré dans le droit chemin. Et là, j'avais une nouvelle chance. Je me décidai alors à la saisir. À cette époque, j'étais très actif sur Twitter. Cela ne marchait pas trop mal et ça m'avait même valu d'être cité sur Europe 1 ou de voir l'un de mes tweets repris dans un magazine ou deux. C'était un bon défouloir et j'avais réussi à fédérer autour de mes conneries une jolie communauté de plus de 9000 followers. Twitter, c'était aussi l'occasion de sympathiser avec d'autres personnes dans le même délire. Un soir, je rencontre Julien. Il vit à Bordeaux avec sa femme et ses 2 petites filles. Lui aussi aime bien raconter des conneries sur Twitter, alors on se dit que cela peut être une bonne idée de se rencontrer en vrai, histoire de boire un verre. La soirée est bien arrosée. Et soudain, Julien me fait part d'un événement récent sur Bordeaux. Il s'agit d'une scène ouverte où n'importe qui peut venir jouer son sketch. Cela a lieu dans la cave d'un restaurant. Il me demande ce que j'en pense. En même temps qu'une folle excitation, la peur m'envahit. Écrire mon propre sketch. Le jouer devant des inconnus. Waouh, mais c'est terriblement flippant ça. Mais l'alcool est déjà en train de faire son effet. Et comme pour ne pas me laisser d'autre choix, je décide de serrer la main de Julien en lui promettant d'écrire un sketch et d'aller le jouer sur cette scène ouverte. De son côté, il me propose son aide pour me donner son avis et me partager quelques idées de vannes. Sortir de ma zone de confort, ce n'est pourtant pas trop le style de la maison. Mais bon, je suis au chômage et ma compagne m'encourage dans cette direction. Si je veux percer dans cette voie-là, c'est à moi de me bouger les fesses, non ? Alors me voilà, à faire les 100 pas dans les toilettes d'un restaurant. C'est le grand soir. Quelques amis ont fait le déplacement pour ma première scène. En boucle, je me récite mon texte pour être sûr de ne pas l'oublier. Avec le théâtre, j'ai déjà un peu l'habitude, mais quand t'es tout seul, c'est quand même bien différent. Tu n'as pas un comparse qui peut te sauver la mise si tu te rates une réplique. T'es seul, sur scène, avec les regards braqués sur toi, et t'as pas trop envie de te louper. Mince, voilà que c'est mon tour. Mon cœur fait des embardées sauvages dans ma poitrine. Je suis mort de trouille. Je me rapproche de la scène. On se trouve dans une jolie petite cave en pierre. Le présentateur m'annonce, et c'est parti. À plusieurs reprises pendant le sketch, les applaudissements et les rires m'interrompent. C'est un succès. J'ai un trou de mémoire en plein milieu, mais dont j'arrive astucieusement à me débrouiller. C'est un souvenir puissant, d'être seul, sur scène, à faire marrer les autres, à l'aide de ses propres idées, de ses propres vannes. Mais la vie finit par reprendre son cours. Je retrouve mon quotidien de chômeur. Je suis en panne d'inspiration pour écrire le 2e sketch. Le succès du premier a été si fort que je ressens une énorme pression sur mes épaules. J'ai peur de me rater. J'ai peur que l'on m'attende au tournant et de me louper. Mes journées sont particulièrement fades à cette époque. Ma compagne a repris le travail après son congé maternité. Quelques matinées par semaine, je suis chargé de réveiller mon fils et de l'amener chez la nounou. Nous avons décidé de le faire garder chez une nounou pour que j'ai toute la journée devant moi, pour travailler, pour écrire, pour créer. Mais je suis dans un tel état de mal-être que je passe mes journées à glander devant ma console de jeu. J'ai une flemme énorme. Je n'ai pas le sentiment d'être en dépression, mais pourtant, avec le recul, j'étais en plein dedans. Sortir de la maison est un calvaire. Je manque d'énergie. Je ne me sens pas bien. Je ne sors de chez moi qu'en de rares occasions. Pour me procurer des frites et du poulet frit dans un fast-food, par exemple. Ou pour aller à mes rendez-vous du Pôle emploi. Je me traîne. Je trouve ma vie minable. Et elle l'est. Je suis particulièrement négatif. Je suis envahi de pensées pessimistes et de peur. Un jour, une idée me traverse l'esprit. Et si j'écrivais un court-métrage ? Un concept de vidéo m'est apparu et je commence à avoir l'envie de le réaliser. Seul souci, cela nécessite d'avoir un avion de ligne. Oui, tu as bien entendu, un vrai avion de ligne.
Oh bah tu vas vite le comprendre, hein, je suis pas du genre à faire les choses à moitié. Et alors que je suis dans un état d'esprit fragilisé et affaibli, l'idée de créer quelque chose me sort de ma torpeur. Je commence à parler doucement de mon projet autour de moi. On ne me prend pas trop au sérieux. Un avion? Mais tu plaisantes, on ne te prêtera jamais un avion pour ton film. C'est vrai que sur le papier, je ne pars pas vainqueur. Je n'ai aucune boîte de production, ni aucun élément me permettant d'être pris au sérieux. Je suis un pauvre commercial au chômage. Je n'ai même pas de scénario. Je passe plusieurs jours à travailler sur quelque chose. Je couche mes idées par écrit. Je fais même appel à un docteur script, un professionnel en charge de corriger et d'améliorer un scénario. Ce mec, il s'appelle Sébastien et il est prof de cinéma à la fac. Et garde-le dans un coin de ta tête, car j'en reparlerai plus tard. Je l'avais rencontré de manière assez saugrenue un soir. Un soir, je pique-niquais avec des amis, et alors qu'il passait par là avec sa copine de l'époque, nous leur avions proposé de se joindre à nous, dont acte. Quelques années plus tard, alors que je m'étais rapproché de ma mère qui vivait près de Libourne, j'ai eu la surprise de voir arriver un nouveau surveillant dans mon lycée, Sébastien. Tiens, marrante coïncidence. D'ailleurs, à cette époque, il était hors de question de me parler de synchronicité, de signes ou de je ne sais quoi. J'étais un cartésien, un rationnel. Je me considérais comme un grand sceptique. Et ma position vis-à-vis de l'existence d'une quelconque force supérieure était déjà bien arrêtée. Je me donnais l'illusion de rester ouvert à la possibilité qu'il puisse y avoir quelque chose, mais en vrai, je m'étais déjà fait mon avis sur la question. Tout ça, c'était de la foutaise. Dieu, une invention humaine pour se rassurer. L'existence était cruelle, synonyme de souffrance. Elle n'avait aucun sens, sinon celui qu'on pouvait lui donner, le temps d'une vie. La mort me terrorisait. Disparaître, quelle idée épouvantable pour le petit égo capricieux qui gouvernait alors mon existence. La fin, je me l'imaginais simplement, comme une ampoule qui claque, la lumière retournée au néant. Rideau, c'était fini. Et tout comme je n'avais aucun souvenir des millénaires qui avaient précédé ma naissance, j'imaginais que c'était la même chose qui suivrait. Du vide, du rien, du noir. Voilà, je te prie de m'excuser pour la digression, mais c'était quand même une bonne occasion de planter un peu le décor sur le sujet. Alors oui, rassure-toi, à un moment, on va en causer des flammes jumelles, hein. Mais c'est important, je pense, que de dresser le tableau pour que tu puisses mieux intégrer l'impact incroyable que la fameuse rencontre a eu sur moi. Revenons à Sébastien donc. Quelques années après l'avoir revu dans mon lycée, je le croise dans le centre-ville de Bordeaux. On papote quelques secondes. Il m'annonce qu'il bosse dans le cinéma. Oh, mais c'est en lien avec mon rêve, ça, le théâtre, le cinéma. Il m'explique donc qu'à côté de son travail d'enseignant, il est docteur script. Mon brouillon de scénario couché par écrit, je le contacte. Il accepte de collaborer avec moi, mais ce n'est pas gratuit. Je n'ai pas l'habitude d'investir, encore moins sur moi. Je le paye donc un peu à contre-cœur. Il étudie mon ébauche de scénario. Son premier retour est violent. Il m'explique que ce que j'ai écrit n'est pas un scénario. Il m'envoie un modèle pour que je puisse m'en inspirer, et il me donne quelques jours pour lui pondre une nouvelle version améliorée. J'ai la pression, mais ce projet me tient à cœur. Je m'imagine dans ce cockpit d'avion à pouvoir raconter une histoire, à faire marrer les gens avec mes idées. Je bosse dessus jusqu'à ce que Sébastien me félicite. Il me dit que c'est un bon scénario. Seul hic, je n'ai toujours pas d'avion. De mon job de commercial, il me reste ma pugnacité. Alors je dégaine mon téléphone et harcèle les compagnies aériennes de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Des refus. Beaucoup de refus. On m'explique que pour des raisons de sécurité, ce n'est pas possible de faire monter un civil à bord d'un appareil encore en activité. Surtout que pour un film, il faut une équipe de tournage, donc plusieurs personnes. C'est niette. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'à ce moment-là, je n'ai encore personne à proprement parler dans mon équipe. Juste un copain, Naïd, rencontré alors que je faisais un peu de figuration d'un téléfilm tourné à Bordeaux. Il a un peu d'expérience en réalisation et m'a gentiment proposé son aide si jamais mon projet venait à voir le jour. Alors, je n'abandonne pas. J'insiste. Je contacte toutes les compagnies. Plusieurs fois. À un moment, j'ai même une piste très sérieuse, mais qui finit par capoter. Le responsable ne veut pas prendre le risque.
j'essuie un nouveau refus et quelques larmes de déception. Sur Facebook, alors que je suis en pleine conversation avec un ami de longue date, le voilà qui me balance une idée à laquelle je n'avais pas songé. « T'as pensé à contacter les écoles d'aéronautique ? Tu sais, parfois ils ont des vieux avions sur lesquels les étudiants bricolent un peu. » L'idée est très bonne. Et non, je n'y avais absolument pas pensé. Cette fois, je vais faire différemment. Plutôt que de tenter le téléphone, je me pointe directement sur place, mon scénario de court-métrage sous le bras. J'ai de la chance. Mon petit pitch plaît à la responsable de direction. 5 minutes après, je me retrouve dans un grand bureau face au directeur de l'école, à l'ingénieur responsable des hangars où sont stockés les avions et à la charmante responsable de direction. Le directeur tranche. Il est d'accord pour me prêter gratuitement un avion pendant la durée de mon tournage. On devra simplement signer des documents pour se couvrir mutuellement et faire les choses dans les règles. J'approuve. Quelques minutes plus tard, le responsable des hangars me fait pénétrer à l'intérieur d'un appareil. C'est un vieux Mercure des années 70, un modèle d'avion disparu de la circulation en même temps que la compagnie aérienne qui se l'était procuré. Je crois rêver. Je viens d'obtenir un vrai avion. C'est d'ailleurs le sésame qui me permettra de réunir une équipe de tournage en un temps record. Ces jeunes passionnés de cinéma, rencontrés à Bordeaux dans une association de courts-métrages pour la plupart, sont terriblement emballés à l'idée de pouvoir travailler dans un véritable cockpit d'avion. J'ai un scénario, j'ai un avion et j'ai même une équipe de tournage avec du matériel. C'est incroyable. Je parviens même à convaincre un jeune prodige des effets spéciaux de s'occuper de mon film quand il sera terminé. Alors nous nous mettons au travail. Nous passons 3 jours à tourner les plans dans l'avion. Je suis le réalisateur du film, le scénariste et l'acteur principal. Autant dire que j'ai une grosse pression sur les épaules. Pascal a la cinquantaine. Il vit à Bordeaux. Il travaille à son compte dans une agence de communication. Je l'ai rencontré sur un tournage à côté de Limoges. Nous avions tous les deux décroché un petit rôle. Nous avions bien sympathisé. Je lui propose de jouer dans mon film, ce qu'il accepte volontiers. On se marre bien, le film a bien avancé. Ce tournage m'occupe beaucoup l'esprit. Je ne parle d'ailleurs quasiment que de ça. À ce moment de ma vie, je n'ai pas grand-chose pour me valoriser socialement. Je suis au chômage, j'ai de la bedaine, je ne me trouve pas très attirant. La réussite de ce projet me tient particulièrement à cœur. C'est peut-être grâce à lui que je vais percer, me faire un nom, sortir de l'anonymat, pouvoir enfin vivre de mon art, écrire et faire rire, jouer la comédie. D'ailleurs, un producteur parisien est intéressé par mon projet. Il me dit qu'il attend le résultat avec impatience, avec une proposition à la clé, suivant la qualité du résultat. À la maison, je ne parle plus que de ça. Au départ, ma compagne était emballée. Je sentais même une pointe de fierté. J'étais en train de réaliser un film, un gros projet. Elle m'avait donné un coup de main pour les costumes, un coup de main sur mon scénario. Bref, elle s'était impliquée avec moi. Constamment, je lui montrais l'avancée de mon montage. Il n'y avait pas encore les effets spéciaux, mais je réclamais constamment son avis. Puis un jour, j'ai senti qu'elle s'était lassée. C'est une impression, subtile au départ, qui s'est installée. Il faut dire qu'à la maison, je ne faisais pas grand-chose. Quand je ne travaillais pas sur mon film, je passais mes journées à regarder des séries télévisées et à jouer à la console. Le ménage était le cadet de mes soucis. Ça me gonflait, j'avais pas envie de faire ça. J'étais absent, à imaginer une vie bien différente de celle que j'avais. Je laissais traîner le biberon de mon fils. Elle avait beau me le répéter, c'est comme si je n'entendais rien. Inlassablement, je l'oubliais chaque matin, au même endroit, ce qui avait le don de l'énerver prodigieusement. J'avais terminé mon film, mais il restait la dernière étape, les effets spéciaux. Et aussi sympa et talentueux que pouvait être le jeune homme qui m'avait proposé son aide, je n'en finissais plus d'attendre après lui. Je le relançais, gentiment. Il me promettait de me rendre la version finalisée le mois d'après. Je me mettais à sa place. Il avait accepté de bosser bénévolement sur le film, comme nous tous. Je jouais le jeu et acceptais d'attendre. Mais le mois d'après, il fallait encore attendre. J'ai attendu comme ça plusieurs mois. Il avait de très bonnes raisons et je ne lui en veux absolument pas. Mais mon film ne voyait pas le jour. Et je continuais d'être bloqué dessus.
comme si je n'avais plus qu'un seul sujet de conversation. J'en faisais une obsession. À la maison, ça faisait un moment qu'on se serrait la ceinture. La mère de mon petit garçon bossait dans une agence de recouvrement. Elle ne gagnait pas très bien sa vie, à peine plus que le SMIC. Et moi, de mon côté, mon chômage ne dépassait pas les 1 000 € par mois. J'approchais des 2 ans de chômage. On était en 2015 et on galérait pas mal. Entre le crédit immobilier de la maison et tous les frais liés à l'éducation de notre petit garçon. Ce n'était pas une période marrante, vraiment pas. Et puis un jour, j'ai senti le vent tourner. Il n'y avait pas forcément eu d'engueulade plus forte qu'une autre, mais je me suis rendu à l'évidence. Il va falloir retourner au travail, Tony. J'avais utilisé mon joker. 2 années étaient passées depuis mon licenciement. J'arrivais bientôt en fin de droit. Ma compagne avait régulièrement remis l'idée sur la table. Tu devrais retrouver quelque chose, ça te ferait du bien. Je n'en avais pas envie. C'était une nouvelle fois m'avouer vaincu. Mais en même temps, avait mis à profit ces 2 années? Est-ce que je m'étais bougé à la hauteur de mes aspirations? Pas vraiment. J'avais réalisé un film, oui, qui n'était toujours pas sorti. J'avais joué mon sketch quelques fois. J'étais même monté à la capitale le tester sur quelques scènes parisiennes. On m'en avait dit le plus grand bien. On m'avait encouragé à écrire le 2e, à rapidement me constituer un spectacle. Oui, mais je n'en avais rien fait. C'était comme si j'étais intimement convaincu qu'un jour, je serais reconnu pour mes talents et mes compétences. Qu'un jour, ça marcherait. Mais que dans l'immédiat, je ne faisais rien ou pas grand-chose pour que cela arrive. Je me retrouvais alors comme pris d'une soudaine urgence à consulter les offres d'emploi en ligne. Il fallait vite que je retrouve du travail. Mon couple allait exploser, je le sentais. Il n'y avait pas de cris, pas de heurts, mais je sentais qu'il était temps. Ma compagne n'arrêtait pas de me dire qu'elle était malheureuse. Au départ, je mettais ça sur le compte de son travail, agent de recouvrement. Elle rêvait initialement de vivre de sa peinture, ce qui devait n'être au départ qu'un job d'été, occupait ses journées depuis près de 10 ans. Alors que je suis en train de consulter les annonces, j'ai une impression très bizarre. C'est pas ordinaire, mais en survolant une offre, je ressens une sorte d'évidence. C'est là où tu vas travailler. C'est une impression d'autant plus étonnante que je n'ai pas encore eu le temps de lire correctement l'intitulé de l'offre. Je sais juste que cette entreprise est à la recherche d'un commercial sédentaire. Mais alors que je regarde l'offre d'emploi plus en détail, la drôle d'impression ne semble pas me quitter. C'est comme si je sentais que ça allait être celle-là. Je n'avais jamais entendu parler de cette boîte. Le nom ne me disait absolument rien. Ce n'était même pas un secteur d'activité que je connaissais. Il n'y avait donc aucune raison, aucune explication à ce sentiment étrange qui m'habitait soudainement. Une intuition? 2 ans de chômage, ce n'est pas le plus facile à justifier dans une lettre de motivation. Et puis je n'aime pas les rédiger. Je décroche alors mon téléphone et demande à parler à la personne en charge du recrutement. Je lui explique que j'ai un parcours atypique, mais que je suis extrêmement motivé. Elle me demande de lui faire parvenir mon CV par mail. « Vous avez besoin que j'écrive aussi une lettre de motivation ?» demandai-je. « Non, ça ira. J'ai déjà entendu votre motivation au téléphone. » Je raccroche, confiant. Et confiant, j'avais raison de l'être, car après un premier entretien avec la responsable, puis un second avec le dirigeant de l'entreprise, j'obtiens un CDI. C'est une bonne nouvelle. Elle ne ressemble absolument pas à l'entreprise de mes rêves. Le travail me paraît très administratif pour un poste de commercial. Mais je suis pris à la gorge. Avec ma petite famille, nous n'avons plus un rond. Il est temps que je me remette au turbin. Je commencerai le lundi suivant. On est dimanche, c'est l'après-midi. J'ai juste souvenir d'être sur le canapé quand j'apprends la nouvelle. Très calmement, ma compagne m'annonce alors qu'elle veut que l'on se sépare. À ce moment-là, c'est comme si la terre s'était ouverte sous mes pieds. Chapitre 2. Quand j'ai touché le fond. Ma réaction a été très surprenante. Après coup, j'ai compris que je n'avais absolument pas réalisé ce qui était en train de se passer. Mais je me souviens que d'une manière assez détachée, j'ai dit qu'effectivement, ça serait le mieux pour elle comme pour moi. Je suis passé de manière très rapprochée par différents stades, différentes étapes. Ce dont je me souviens avec beaucoup de précision, ce sont les derniers kilomètres de trajet avant de démarrer mon premier jour de boulot. Je me regarde dans le rétroviseur. J'ai les yeux rougis par les larmes.
et je me fais cette remarque à moi-même. Je n'ai jamais été aussi malheureux de toute ma vie. J'ai touché le fond là. Je trouve tout de même la force de ne pas craquer en arrivant. Je fais comme si de rien n'était. On m'accueille bien. Nathalie, celle qui m'a fait passer l'entretien, va me former pour que je sois rapidement opérationnel. Elle porte le prénom de ma maman en plus, c'est rigolo. Un SMS de ma compagne me tire une grimace. Elle est désolée de la situation et espère quand même que je m'en sorte bien pour cette première journée. J'ai passé la nuit sur le canapé et n'ai pas réussi à fermer l'œil. Mon ventre était agité par des crampes douloureuses. Un soir, j'éclate en sanglots. Je fais comprendre à ma compagne que je ne veux pas la perdre. Elle m'a sorti un tas de griefs, m'a expliqué qu'elle avait pris conscience que si elle était malheureuse, c'était de ma faute. Moi qui pensais que c'était juste à cause de son travail, je me mange l'information en pleine poire. Je titube intérieurement. C'est tellement soudain, tellement inattendu. Faut se rendre à l'évidence. Ça fait quelque temps que c'est loin d'être la panacée. Toujours à se serrer la ceinture, à compter notre argent, et moi qui passe mes journées avachi dans le canapé à faire du gras pendant qu'elle part travailler. Il y a franchement de quoi en avoir marre. Puis souvent le soir, quand elle finissait sa journée, je partais à mes entraînements de tennis de table. Je la laissais s'occuper du petit, lui donner le bain ou préparer à manger. Je ne me rendais pas vraiment compte à quel point je fuyais moi aussi. Je fuyais cette maison dans laquelle je n'étais pas heureux. Je m'échappais. Cette pratique sportive ne m'empêchait pas d'être gras comme une loche, mais ça me changeait beaucoup les idées. Je jouais jusqu'à 9h du soir, et je rentrais exténué. Et là, j'étais en train de payer tous mes choix, toutes mes décisions égoïstes. Je payais cash et c'était loin d'être marrant. J'avais tenu bon jusqu'au mercredi. Mais déjà ce boulot me sortait par les yeux. Des tâches répétitives sur un logiciel dépassé. Une partie commerciale anecdotique en comparaison avec la partie administrative. J'étais le premier homme à être embauché à ce poste. Cela amusait les dirigeants. Moi, un peu moins. Le mercredi midi, je rentre manger à la maison. Enfin, manger, c'est un bien grand mot. Cela fait depuis dimanche que je n'ai rien avalé. Je n'ai pas faim. Mon ventre est secoué par des crampes qui me coupent l'appétit. Je me force à manger une petite compote. J'ai envie d'abandonner. Envie de laisser tomber ce boulot de merde. Je n'ai pas la tête à ça. Faire des devis en utilisant un logiciel, c'est pas ça mon boulot à la base. Moi je sais vendre, je sais convaincre. Je viens de commencer que déjà je croule sous les demandes par mail. Faut dire que je gère 2 gros secteurs géographiques. Mais à ce moment-là, une voix s'impose en moi. Oui, j'ai envie d'abandonner. Oui, ce job, c'est loin d'être le rêve. Mais j'en ai besoin. Et vu que la séparation semble être très sérieuse, je dois m'accrocher. Je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Personne n'a jamais su ce qui s'était joué en moi lors de cette coupure déjeuner. J'y suis retourné et je me suis accroché. J'avais la chance de travailler avec 2 femmes adorables. Nathalie, qui m'avait fait passer mon entretien d'embauche, et Marilyn, qui occupait le même poste que moi. Très vite, je leur ai avoué ce que j'étais en train de traverser. 9 ans et demi de relation. Un petit garçon, une maison achetée à 2, et une séparation. Brutale, que je n'avais même pas vu venir. C'est peut-être ça le pire. Je n'avais rien vu venir. Je n'avais pas vu les signes. Et pourtant, Dieu sait si les signes vont devenir importants, comme tu le verras dans la suite du récit de mon histoire. Une séparation, c'est un peu comme le crash d'un avion. Et cette métaphore est particulièrement indiquée quand on prend en compte ce fameux tournage dont je te parlais plus tôt. C'est comme un crash. Ça n'arrive pas à cause d'un seul événement isolé. C'est une multitude de défaillances et de failles qui entraînent l'accident. Ce n'est donc pas une seule engueulade, ou un mot de trop, ni un mensonge, ni une situation en particulier. Un jour, ma compagne a réalisé qu'elle ne m'aimait plus. L'amour était parti. C'est ce qu'elle m'avait dit, avec pudeur. De nombreuses personnes décident de rester ensemble quand même, parce qu'il y a des enfants, des biens immobiliers, un certain confort. La séparation ouvre des portes vers l'inconnu et la peur. Au départ, je me disais que j'allais pouvoir la récupérer. Je ne l'avais pas trompée, je n'avais pas été à la hauteur sur de nombreux points, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir commis l'irréparable. Je n'avais pas été le conjoint idéal, c'est sûr.
Je m'étais même complètement laissé aller. Je ne prenais pas du tout soin de mon corps et j'avais un mauvais état d'esprit. Les premiers jours après la séparation, nous avons essayé de continuer à vivre sous le même toit. Mais nous nous sommes vite aperçus que ce n'était pas une bonne idée. Cela générait des conflits et des situations bien trop pénibles pour elle comme pour moi. Puis il y avait le petit au milieu, c'était pas gérable. Très vite, ils sont donc partis s'installer chez ses parents. Je me suis alors retrouvé tout seul dans cette petite maison. Dans un geste un peu désespéré, je me procurais mon premier ouvrage de développement personnel. Il fallait que je m'occupe l'esprit pour ne pas perdre pied. J'avais le sentiment d'être totalement perdu, de ne plus savoir où j'allais. Ce livre devait normalement m'aider à récupérer mon ex. Je le lisais avec intérêt. L'auteur donnait un tas de techniques qui devaient normalement me permettre de convaincre mon ex de revenir vers moi. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce que je souhaitais de tout mon cœur. Retrouver ma famille et prouver à mon ex que j'allais changer, que ce n'était pas des paroles en l'air. Sauf qu'à ce moment-là, c'était des paroles en l'air. J'avais pas envie de changer. J'avais juste envie de retourner à ma confortable situation, loin des conflits et des peurs. Il s'était passé environ une semaine depuis leur départ de la maison. Je ne parvenais à trouver le sommeil qu'à l'aide de tranquillisants. Mon ventre était toujours agité par des crampes. Je ne m'étais quasiment pas alimenté. Une compote par-ci ou par-là, mais rien de bien consistant. Un matin, alors que j'allais prendre ma douche avant de me rendre au travail, je me retrouvais nez à nez avec mon reflet. Et je me souviens avoir pris une véritable claque. J'avais littéralement fondu. Ma bedaine, construite à grand renfort de frites, de pizzas et de fast-food, s'était partiellement volatilisée. C'était incroyable. Moi qui avais toujours cherché des solutions plus ou moins rapides pour perdre du poids, voilà que, sans effort, j'avais réussi à atteindre mon objectif. Sans le savoir, j'avais pratiqué une forme de jeûne. Je montais sur la balance par curiosité. Ah oui, quand même. Je venais de passer sous la barre des 70 kilos, alors que mon poids habituel avoisinait les 82 kilos. Au milieu de la tempête, alors que ma vie était en train de s'écrouler sans que je n'aie le sentiment de pouvoir y faire quoi que ce soit, voilà qu'il y avait une bonne nouvelle, une heureuse surprise. J'avais perdu beaucoup de poids. Ma silhouette était beaucoup plus élancée. C'était une occasion en or d'avoir le corps dont j'avais toujours rêvé. Dans mon porte-monnaie traînait une carte d'abonnement à la salle de sport. Des mois auparavant, dans un élan de motivation, je m'étais abonné. Mais après 2 séances épouvantables, j'avais décidé de renoncer. La carte était toujours là. Mon abonnement était toujours valable. Je décidai de m'y rendre le plus tôt possible. Il venait de se passer quelque chose. C'était très subtil, mais c'était le point de départ de quelque chose. Une décision qui allait tout changer, même si sur le moment, je n'en avais pas véritablement conscience. Plutôt que de me laisser tomber dans cette période tourmentée, je décidai d'essayer d'en tirer profit. Je décidai que j'allais devenir la meilleure version de moi-même. Et la première action qui s'imposait à moi, c'était de me mettre à la musculation, de profiter d'avoir perdu si vite cette graisse accumulée au fil des années pour me forger un physique bien plus agréable. Et c'est ce que je me suis mis à faire. Je suis un garçon assez intense, c'est-à-dire que lorsque je prends une décision, je ne fais pas les choses à moitié. Je déploie toute mon énergie au service de mon projet. Tu l'avais certainement peut-être un peu compris à travers le récit que j'ai pu te faire concernant la réalisation de mon court-métrage. Et là, c'était la même chose. En rentrant du travail, je préparais mon sac de sport et repartais aussitôt. Je ne me laissais pas le temps d'y réfléchir. Je savais que si je m'écoutais, la fatigue de la journée allait réussir à me convaincre de m'étaler pour glander dans mon canapé. Il n'en était pas question. Le pire, c'est que j'avais décidé de continuer mes entraînements de tennis de table. Je faisais donc du sport tous les jours. Un samedi sur 2, j'avais même des compétitions. Rapidement, le sport s'est mis à occuper une très grande partie de ma vie. L'ambiance à la salle de sport était très plaisante. J'avais demandé au coach de me faire un petit programme de musculation niveau débutant. Et comme j'étais très assidu, j'avais fini par sympathiser avec des personnes aussi assidues que moi. On se saluait sur le plateau de musculation. On échangeait quelques vannes. Et surtout, comme je n'avais pas peur de dire que j'étais débutant, on me donnait des conseils pour améliorer ma pratique.
À la salle, les mecs avec qui je pratiquais terminaient leur entraînement en prenant un shaker de protéines. Je leur posais quelques questions par curiosité. C'était destiné à optimiser la croissance musculaire. Intéressant. Je me mettais alors à lire sur le sujet, et avec l'intensité qui était la mienne, je passais en revue un nombre incroyable de sites et de forums. Des notions revenaient constamment. Le succès en musculation dépendait majoritairement de la qualité de son alimentation. Les muscles se construisaient surtout dans la cuisine. C'est marrant, mais je ne m'étais jamais vraiment penché sur la question. J'avais tenté des régimes lorsque mon embonpoint était devenu préoccupant. Mais je n'avais jamais essayé de comprendre les grands principes de la nutrition. Je savais juste qu'il fallait faire un peu de sport et manger un peu moins. La réalité était bien plus complexe et passionnante. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Un monde dans lequel on prenait soin de son alimentation pour optimiser ses résultats. Un monde de véritables passionnés. Sans le savoir, je venais de mettre un pied dans l'univers du développement personnel. Et un soir, alors que je rentrais du travail, je me souviens avoir eu comme un éclair de compréhension. J'étais responsable de cette séparation. Si j'étais aussi malheureux, c'était pas de la faute de mon ex-compagne. J'étais responsable de mes actes, responsable de mon comportement, responsable de mes choix. En bref, si j'étais dans une pareille merde à ce moment-là de ma vie, il n'y avait personne d'autre à blâmer que moi. Sauf que là, j'étais en vie et j'avais pris la décision de m'améliorer. C'était la décision qui me semblait la plus judicieuse. Il fallait juste que je m'y tienne. Allais-je récupérer mon ex? Allais-je continuer mon chemin seul de mon côté? Il était impossible de le savoir. Je ne pouvais que faire des prédictions hasardeuses. C'est d'ailleurs ce doute qui me tuait. Le fait de ne pas savoir. C'est ça qui m'empêchait de dormir. C'est ça qui me rongeait. C'est ça qui occupait sans cesse mon esprit. La salle de sport était devenue en quelques semaines mon endroit préféré sur Terre. Je terminais mes entraînements par une course à vive allure sur le tapis. C'était le plus puissant des défouloirs. Lorsque je prenais mon fils dans le week-end et qu'il était temps de le ramener, je ne pouvais empêcher mon ventre de se serrer. Mon corps me rappelait la gravité de la situation. Je venais de perdre ma famille et mes efforts ne payaient pas. J'avais proposé à mon ex d'aller boire un verre. J'avais encore l'espoir de parvenir à la convaincre de me redonner une chance. Elle avait accepté. Et puis, ça avait été un gentil fiasco. Lors de cette soirée, il s'était surtout passé quelque chose d'assez troublant. J'avais réalisé que je n'avais pas envie de retourner avec elle. J'avais pris conscience que si je voulais récupérer mon couple, c'était uniquement par peur de l'inconnu, par honte d'avoir à assumer publiquement l'échec de cette relation. Je n'étais pas triste de la perdre dans ma vie, j'étais triste de me retrouver seul. C'était un constat assez terrible. J'avais toujours en moi l'envie de m'améliorer, l'envie d'utiliser l'issue négative de cette relation pour en tirer le meilleur. De la résilience. Voilà ce qui était en train de se passer. Je changeais totalement d'attitude. La période de doute venait de prendre fin. Notre histoire était terminée. Et je l'acceptais. Je ne luttais plus. Nous avions vécu ce que nous avions à vivre. De cette union, un adorable petit garçon avait vu le jour. Il avait été désiré. Mais maintenant, c'était terminé. Et ce qui aurait pu ressembler à une fin triste prenait une autre tournure bien plus avantageuse. C'était le début de quelque chose, d'une nouvelle vie. J'allais conserver cette envie de m'améliorer. J'allais continuer dans cette direction. Je n'abandonnerais pas. J'allais avoir la vie de mes rêves. Je ne savais pas encore exactement dans quelle mesure, mais c'était comme si j'émergeais d'un long sommeil. Il était temps de prendre ma vie en main. Il était temps de poser des actions et d'obtenir de nouveaux résultats. En quelques semaines, le reflet renvoyé par la glace avait encore évolué. Je m'étais encore affiné. Et je sentais à quel point cela impactait ma confiance en moi. J'avais enfin un corps dont j'étais fier, que je n'avais plus honte de montrer, et je ne comptais pas m'arrêter en si bon chemin. Je décidai de me raser le crâne à la tondeuse. Je ne supportais plus de voir ma calvitie gagner du terrain.
Dans les semaines qui avaient suivi la rupture, je m'étais inscrit sur des applications de rencontres. Au départ, c'était surtout une stratégie maladroite pour titiller mon ex. Je voulais savoir s'il lui restait un peu d'amour envers moi. À ce moment-là, je discutais avec quelques filles sans véritablement avoir envie de quoi que ce soit, juste pour passer le temps. Je m'étais retrouvé quelquefois dans des bars ou au restaurant avec des amis. J'avais l'impression que certaines filles me cherchaient du regard, essayaient d'attirer mon attention. C'était la première fois que je vivais quelque chose comme ça. Je me demandais si c'était pas moi qui me faisais des films, genre le mec en plein délire narcissique. J'avais tellement eu du mal avec mon image. Ces dernières années, je m'étais vraiment dégradé physiquement, et là, voilà que j'étais un autre. C'était une expérience très grisante à vivre. Mon petit ego était gonflé à bloc, et ce n'était que le début. La séduction était un sujet terriblement vaste, et parmi les blogs de musculation que je parcourais, c'était un thème qui était récurrent. Je lisais alors les conseils, les techniques et les astuces proposées. Je me commandais même un livre sur le sujet. C'était avant tout par curiosité. En parlant de livres, mon ami Pascal m'en avait prêté un. Il m'avait dit qu'il me serait certainement très utile pendant cette période de ma vie. J'en avais lu quelques pages. J'avais trouvé ça chiant à mourir. Je l'avais reposé près de mon lit. Il s'agissait du pouvoir du moment présent. Bof, pas emballé. Je préférais des livres de développement personnel. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était d'avoir le corps et la vie de mes rêves. Plus de galères financières, l'abondance, devenir une forme de surhomme. Sans le savoir, j'étais en train d'intégrer l'idée selon laquelle je pouvais apprendre de nouvelles choses. Je n'étais plus un individu limité. J'étais capable de changer, de me transformer. La meilleure version de moi-même. Je l'imaginais capable de séduire et d'être amusante, de prendre soin de son apparence physique sans pour autant être une coquille creuse. Ce n'était que le début et j'étais bien loin d'imaginer où tout cela allait m'entraîner. Chapitre 3. Quand j'ai fait la fameuse rencontre. J'ai ouvert l'application de rencontre sur mon téléphone. Je l'avais installée récemment. Elle s'appelait Happen. Le concept m'avait séduit par son originalité. À l'aide de la géolocalisation, l'application proposait des profils de filles que j'avais physiquement croisées dans les jours précédents. C'était amusant. Je jetai un coup d'œil au profil par curiosité. Celui d'une fille attira mon attention. Elle était sublime, bien trop belle pour moi. Je décidai tout de même de tenter ma chance et de lui signifier mon intérêt en cliquant sur le bouton correspondant. Dingue! Il semblait qu'elle avait aussi fait la même chose sur le mien. Il nous était maintenant possible de discuter, je n'en revenais pas. J'entamai la conversation. Assez rapidement, elle me répondit, mais en anglais. Elle se mit à m'expliquer qu'elle était canadienne mais qu'elle vivait à Londres. Elle était juste de passage à Bordeaux pour des vacances avec son frère et sa sœur. Je lui demandai comment elle occupait ses journées. Elle venait de faire un périple à vélo dans le Médoc. Elle me faisait marrer. De mon côté, je n'étais pas un expert de la langue de Shakespeare. Je faisais de mon mieux pour la comprendre et rendre l'échange divertissant. Je jonglais avec le traducteur de Google et même si c'était artisanal, cela semblait fonctionner. Assez vite, je lui ai proposé de se rencontrer. Je prétextai que ça serait une bonne idée pour elle de faire appel à un véritable Bordelais pour lui faire visiter la ville et lui apprendre quelques rudiments de français. La vérité, c'est que le sens de l'orientation et moi, ça avait toujours fait deux, et que je n'avais jamais véritablement eu ce genre de rendez-vous par le passé. Je m'étais mis en couple très jeune avec la mère de mon petit garçon. Je n'avais donc jamais véritablement eu l'occasion de vivre ces choses-là. C'était une sortie hors de ma zone de confort. Elle ne parlait pas ma langue, elle me semblait inaccessible physiquement. Elle était bien trop belle pour moi. Mais après tout, je n'avais pas grand-chose à perdre. Nous nous sommes donné rendez-vous dans le centre-ville de Bordeaux. J'avais contacté un bar très branché pour m'assurer d'avoir de la place. Il y avait une terrasse sur le toit. Je n'y avais jamais mis les pieds, mais je n'en avais entendu que du bien. Alors que je marchais en direction de notre point de rencontre, je sentais mon cœur s'accélérer dans ma poitrine. Je me parlais intérieurement pour me calmer. « Relax mec, c'est juste un date. Si ça le fait, tant mieux. Si ça le fait pas, t'auras pas perdu grand-chose. Arrête d'en faire une montagne. » C'était vrai. Inutile de se mettre la pression.
Il n'y a rien de moins sexy que de se montrer stressé. Je respirais un grand coup. J'étais arrivé à l'heure, mais elle était en retard. Je posais mes fesses sur le rebord d'un banc. Elle m'avait envoyé un message pour dire qu'elle se dépêchait mais qu'elle aurait un peu de retard. 10 minutes plus tard, je la voyais apparaître au loin. C'était drôle parce que je l'avais jamais vue en vrai, à l'exception de quelques photos sur son profil. Mais c'était elle. Impossible de me tromper. Elle marchait avec assurance. Je lui fis signe. Nous nous sommes dirigés l'un vers l'autre pour se faire la bise. Ma première impression a été une claque. Nom de Dieu, elle était encore plus belle que ce que j'imaginais. Merci d'avoir écouté cet extrait du livre audio Flamme jumelle, quand la rencontre de ta flamme jumelle déclenche un éveil spirituel. Si tu souhaites découvrir la suite de cette histoire fascinante, clique simplement sur le lien dans la description ci-dessous pour accéder à l'intégralité du livre audio. En t'abonnant à Audible pour la première fois, tu vas pouvoir écouter l'intégralité de ce livre audio gratuitement, car Audible propose un mois d'essai offert, un peu comme Netflix. Ce qu'il faut simplement que tu fasses, si tu décides de suivre le lien et de t'abonner, c'est à bien penser à te désabonner à la fin du mois d'essai offert. Comme ça sera bien gratuit pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ces premiers chapitres. Je lis tous les commentaires que je reçois. Merci encore pour ton écoute et à très bientôt.